Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Explosion des inégalités, déshumanisation de notre société. Daniel Cohen a parcouru l'histoire de l'économie et du rapport de notre société au travail dans un ouvrage publié à titre posthume, Une brève histoire de l'économie aux éditions Albin Michel. Et c'est vous, Esther Duflo, bonjour. Qui le préfacez, vous êtes notre camarade, on vous retrouve tous les lundis dans les matins pour votre biais. Vous êtes prix Nobel d'économie, vous avez donc préfacé ce livre. Daniel Cohen est un être qui vous était cher, qui reste cher à notre cœur. Quel type de professeur était-il ? Tous ces étudiants se souviennent de lui, se souviendront toujours de lui pour son enthousiasme absolument infectieux. D'ailleurs, les auditeurs de France Culture s'en souviennent aussi pour la même raison. Et c'était un intellectuel total d'abord. Il connaissait énormément de choses, il lisait de manière féroce, il se souvenait ce qu'il avait lu et il était capable de tout remettre ensemble, de faire des liens entre des choses qui auraient été difficiles à lier pour chacun et chacune d'entre nous. Et en tant que professeur, il avait aussi un enthousiasme délirant, à la fois pour ceux dont il parlait et pour les personnes à qui il parlait. Donc en fait, il avait vraiment le don de sortir le mieux de chaque personne à qui il s'adressait. Et dans une conversation avec lui, on avait souvent l'impression que d'une part, il nous avait fait dire des choses qui étaient plus intelligentes que ce qu'on avait à dire au départ, et que d'autre part, peut-être, par ce tour de passe-passe, il avait un peu déformé ce que vous aviez peut-être essayé de dire vous-même. Qu'est-ce qui vous a appris en particulier, Esther Duflo ? Déjà, il a fait de moi une économiste, puisque je suis arrivée à l'école normale ayant l'intention de faire de l'histoire. Et c'est littéralement le jour des admissions qui m'a convaincue qu'il fallait absolument que je fasse autre chose en plus. Bon, il a bien fait, mais comment a-t-il fait ? Donc son premier argument, c'était que on pouvait pas faire que de l'histoire, il fallait faire autre chose et que l'économie c'était le plus approprié, et que ça s'adaptait parfaitement et que je pourrais combiner les deux, etc. Et puis en fait, donc ça c'est la première fois qu'il a fait de moi une économiste, où m'ayant convaincu que c'était le sujet le plus intéressant de la Terre, j'ai pu comme ça rejoindre une licence d'économie et ses cours d'économie à Normal Sup. Et malgré son enthousiasme de départ, la licence d'économie ne m'avait pas du tout intéressée. Donc il y a une deuxième fois, il a fait de moi une économiste. C'est à Moscou, puisque donc je suis partie à Moscou après ma première année d'école normale. Parce que j'avais envie de voir le monde, de faire quelque chose de différent, etc. Et je l'ai rencontré par hasard, en fait, dans un aéroport, où il m'a dit « Oh, mais il ne faut pas que vous soyez ici juste pour faire votre maîtrise d'histoire, ça n'a pas de sens, vous êtes au premier balcon de ce qui est en train de se passer, venez, je vais vous trouver un job et vous serez comme ça au cœur de la transformation. » Effectivement, on était donc vraiment au milieu de la transition, et il m'a embauché lui-même, m'a aussi fait embaucher par l'équipe de Jeff Sachs qui travaillait avec le ministère des Finances. Ce qui m'a mis vraiment au milieu du tourbillon de ce qui se passait en Russie à l'époque, et qui m'a convaincue une deuxième fois, et cette fois de manière plus durable, qu'être économiste était ma destinée. Daniel Cohen a été un très grand vulgarisateur. Effectivement, on s'en souvient pour avoir lu ses livres. Ça a été un grand enseignant. C'est rare parce que bien souvent on est l'un ou l'autre. C'est rare d'être les deux à la fois. Il était donc à l'école Normale Sup. Et puis il a créé aussi une institution, l'école d'économie de Paris, que vous présidez désormais, Esther Duflo. Peut-être un mot sur l'école d'économie de Paris. Est-ce que c'est un lieu où se rassemblent différents économistes qui pensent diverses choses, ou est-ce que justement cette école fait école ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques sur ce que les gens étudient, analysent dans cet établissement, dans cette institution ? Oui, c'est vraiment une institution importante qui a été créée donc par Daniel Cohen et Thomas Piketty
pour créer un lieu à Paris de rassemblement d'économistes. C'est en fait un projet commun de plusieurs institutions fondatrices, dont l'université Paris 1, l'école des hautes études, l'école normale, qui se sont mis ensemble pour mettre leurs ressources en termes humains, en termes de postes et en termes financiers, pour bâtir un lieu à Paris où il y a un grand nombre d'économistes qui travaillent de manière différente. Il y a des historiens de l'économie, il y a le laboratoire de Thomas Piketty, le World Inequality Lab, il y a des économistes théoriciens, il y a des macroéconomistes, donc il y a tout un ensemble d'économistes qui travaillent de manière très différente, mais qui sont ensemble dans un lieu physique avec des séminaires, une animation qui a complètement changé la donne de l'économie à Paris, parce qu'à partir de là, on a un élan, disons, collectif qui se produit. Daniel Cohen était quelqu'un qui labourait souvent et la plupart du temps dans les mêmes sillons. Il était particulièrement obsédé ces derniers temps par l'explosion des inégalités. C'est quelque chose qu'il trouvait particulièrement menaçant. C'est encore aujourd'hui à la une de l'actualité avec le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Qu'est-ce que ça signifie, cette explosion des inégalités dans les années 1990, dont il est notamment question dans cette brève histoire de l'économie, l'ouvrage que vous préfacez, l'ouvrage posthume publié aux éditions Albin Michel, Esther Duflo? C'est lié à plusieurs phénomènes dans la pensée de Daniel Cohen, qui reprend aussi les travaux d'économistes de différentes disciplines. C'était un de ses talents, de savoir vraiment prendre la connaissance là où elle se trouvait, où il y a d'une part une transformation technologique qui n'est pas achevée, avec une prééminence de la technologie qui contribue à créer des situations où le gagnant rafle toute la mise. Donc des situations où si je démarre Facebook, eh bien, si c'est Facebook qui marche et pas MySpace, je deviens milliardaire ou multimilliardaire. Et donc il y a une espèce d'économie d'échelle qui se produit, ce qui fait que celui qui a la chance de gagner la mise, et ça peut être vraiment une question de chance, devient tout d'un coup d'une richesse exceptionnelle. Donc ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est l'explosion de la finance, avec les salaires qui vont avec, qui conduit à un changement de normes, de ce qui est acceptable pour payer les patrons, qu'on voit d'abord commencer au Royaume-Uni et aux États-Unis, puis qui finit par arriver chez nous, qui crée une explosion des inégalités au sommet, qui finit forcément, si les gens au sommet de la distribution prennent tout le revenu, ça finit par créer aussi de la pauvreté, pas juste des inégalités. Mais alors justement, puisque j'ai sous les yeux les échos avec cette information qu'on a eue hier, la première fois que je l'ai entendue, j'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur. Donc la justice américaine prive Elon Musk de sa rémunération, une rémunération de 55 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a débat, mais j'imagine qu'il aura une partie de cette somme malgré tout. Il sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire quand un individu prétend à une rémunération de 55 milliards de dollars, Esther Duflo? Déjà, il y a le cas Elon Musk lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui est effectivement tellement stratosphérique que c'est difficile de se l'imaginer. Mais au-delà de ça, le fait qu'une personne comme Elon Musk puisse disons, s'arroger lui-même, puisque en fait il est son propre conseil de direction, une rémunération comme ça crée une norme sociale où finalement ça devient acceptable, parce que si Elon Musk fait ça, le PDG de Ford va dire oui, si le PDG de Tesla peut avoir un intéressement tel dans sa rémunération, pourquoi pas moi? Et puis si le PDG de Ford fait ça, du coup les autres PDG vont le faire aussi, surtout que les différents PDG sont tous dans leur conseil d'administration respectif. Donc il y a une espèce d'émulation des rémunérations au sommet qui conduit à non seulement Elon Musk, mais disons les 0,01%, 0,0001%, etc., à accumuler des fortunes toujours plus importantes. Fortunes qui par ailleurs sont très très mal imposées.
puisque plus on est riche, plus finalement on arrive à échapper à l'impôt. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ces 55 milliards, ils sont dérobés à certaines personnes? Si les uns s'enrichissent à ce point, ça veut dire que les autres s'appauvrissent. Est-ce que le gâteau peut grossir de manière conjointe, c'est-à-dire à la fois enrichir les très riches et moins appauvrir les très pauvres, Esther Duflo? C'est souvent l'argument qui est donné, disons, par la frange la plus conservatrice, de dire oui, on a besoin de payer Elon Musk un salaire tellement important, sinon il va être moins innovant, il va pas inventer Tesla ou il va pas détruire Twitter, et du coup ça va moins créer de valeur pour l'économie et moins de choses à partager au reste d'entre nous. Mais franchement, on n'a absolument aucune donnée qui nous montre que c'est le cas. Et ça paraît extrêmement improbable. Un exemple qui permet de comprendre bien cette question, c'est la rémunération des sportifs de haut niveau. Aux États-Unis, contrairement à l'Europe, la rémunération des sportifs de haut niveau, par exemple, dans les équipes de basket ou dans les équipes de baseball, et il y a un plafond dessus. Ils n'ont pas le droit d'être payés plus qu'un certain niveau. C'est pas par souci de socialisme, c'est parce qu'en fait, il y a deux raisons. D'une part, l'argent qui gagne est happé par les propriétaires des franchises et pas par les joueurs. Mais aussi, ça permet de toujours ne pas avoir tous les talents dans une seule même équipe. Et quand on les voit jouer, on a quand même l'impression que ils jouent tout aussi, avec tout autant d'énergie. L'important, à un certain niveau, c'est de gagner, c'est d'être meilleur que ses voisins. Et je pense qu'honnêtement, c'est pareil pour les PDG. C'est-à-dire, si on les payait 1000 fois moins ou 10 000 fois moins, ils voudraient quand même toujours gagner un petit peu plus que leurs voisins pour pouvoir se faire les vantards à leur club de golf. Donc, on pourrait soit la solution simple, la solution la plus évidente, ce serait de taxer plus les revenus très importants, pour que ça vaille pas le coup pour les actionnaires de payer des salaires tellement élevés, puisque de toute façon tout l'argent repartirait au fisc. Et du coup, en fait, rien que d'imposer des taux élevés d'imposition, très élevés pour des rémunérations de ce type, permettrait en gros qu'elles n'existent pas. Et je pense que ça ne créerait absolument aucun effet négatif sur le reste de l'économie, au contraire. Esther Duflo, prix Nobel d'économie, vous préfacez cet ouvrage de Daniel Cohen, Une brève histoire de l'économie, aux éditions Albin Michel. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer l'actualité de cet ouvrage. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, nous sommes en compagnie de notre camarade, l'économiste Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Vous préfacez l'ouvrage posthume de Daniel Cohen, Une brève histoire de l'économie, aux éditions Albin Michel, un livre où il revient sur un grand nombre des thèmes qui lui étaient chers. Autrement dit, on vient de l'évoquer, le savoir, mais aussi le bonheur, mais aussi les inégalités. Peut-être une réaction à ce que mon camarade Jean Lémarie vient de dire, avec l'importance pour l'OCDE de l'éducation, des savoirs, dont parle d'ailleurs Daniel Cohen. La clé, c'est est-ce que l'éducation est une priorité pour le pays ou pas. On met souvent en exemple le modèle de Singapour en disant oui, à Singapour, c'est les meilleurs aux tests de maths, etc. Et même par exemple, Gabriel Attal a mentionné leur méthode de mathématiques qui est effectivement excellente. Mais ce qu'on oublie de dire sur Singapour, c'est que c'est un des pays de l'OCDE où les enseignants sont les mieux payés. Même chose d'ailleurs pour la Finlande, qui a aussi des résultats excellents sur la lecture, aussi de bonne pédagogie, mais aussi un pays où les enseignants sont les mieux payés. La France est un des pays où, en termes en considérant leur niveau d'éducation, les enseignants sont les plus mal payés. Donc il y a une question simplement de survie ou de confort il y a aussi une question de reconnaissance sociale que ça amène. Si ayant fait un master 2 comme tous mes amis, j'ai le choix entre un travail extraordinairement difficile, un travail de passion où je serais payée extrêmement peu, ou d'aller faire un autre travail dans le secteur privé où je peux être payée beaucoup plus, ça montre quand même que les priorités sont pas les mêmes. Mais alors, dans un contexte tout autre, Daniel
Cohen, dans ce dernier livre, Une brève histoire de l'économie, évoque les limites de l'augmentation. Il dit que finalement, quand on est augmenté, au début on est heureux et que très vite cela s'efface. Et l'idée que finalement, ce qui est très important pour nous autres humains, c'est de comparer nos salaires aux autres. Mais justement, il parle de ce qu'on appelle, disons, c'est comme de courir sur un tapis de course, où on court, mais on n'avance pas, ou c'est comme de nager contre un courant. On a toujours envie non seulement de gagner un petit peu plus que ses amis, mais aussi de gagner un petit peu plus qu'avant, et on s'habitue en fait. C'est le contraire d'être zen. Et c'est malheureusement la condition humaine de toujours vouloir un petit peu plus. Mais pour ce qui est des salaires des enseignants, c'est justement une question de comparaison. C'est-à-dire c'est pas seulement ça, parce que honnêtement la vie d'un enseignant qui enseigne en banlieue parisienne par exemple, qui peut pas se loger, etc. Concrètement, en réalité, c'est simplement difficile. Mais en plus de ça, il y a qu'est-ce qu'on envoie comme message dans la société quand on dit que à niveau d'études similaires, souvent des gens qui sont les meilleurs de leur classe, etc., on va donner une reconnaissance sociale et monétaire pour le travail d'enseignement qui est moindre que pour aller être cadre dans une entreprise. Et pas moindre d'un petit peu, mais beaucoup, beaucoup moins. On envoie le signal que ce n'est pas du tout la priorité pour qui que ce soit. Et pourtant, le métier de professeur, comme d'autres métiers, rejoint un mouvement très large dont Daniel Cohen parle beaucoup dans ce livre, Esther Duflo, celui d'une tertiarisation avec de plus en plus de services et de moins en moins de biens. Quel est ce mouvement selon Daniel Cohen? Comment il le décrit? Au fur et à mesure que le progrès, disons, technologique nous fait devenir de plus en plus productifs sur beaucoup de tâches qu'on a à faire. Que ce soit l'agriculture, d'ailleurs, ça devient un sujet d'actualité très clair, c'est-à-dire l'augmentation de la productivité en agriculture se fait peut-être aux dépens à la fois des modes de vie paysans, mais aussi de l'environnement, etc. Mais en tout cas, il a été stratosphérique. Puis la même chose de manière industrielle, quand on a eu un processus industriel, on peut essayer de le rendre de plus en plus efficace. Mais quand on arrive dans l'économie des rapports entre personnes, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'hôpital, que ce soit le service dans les boutiques, on se heurte assez rapidement à des limites, à ces gains de productivité. C'est pour ça qu'on a des limites de gains sur la croissance. Quand l'économie est entièrement tertiarisée et que donc il s'agit de rapports d'individu à individu, on arrive à un point où il faut toujours un an. On ne peut pas avoir très facilement plus d'un enseignant pour 20 ou 25 élèves et maintenir une bonne qualité d'enseignement. Et donc, ce qui nous dit dans le livre, c'est que ça frustre énormément les entreprises qui veulent toujours gagner de la productivité pour toujours gagner du profit. Et la technologie, les nouvelles technologies, aujourd'hui l'intelligence artificielle, est une promesse de résoudre ce problème, où par exemple pour l'enseignement, on va dire très bien, on va mettre chaque enfant devant un robot d'intelligence artificielle ou une tablette qui va s'adapter parfaitement à leurs connaissances, et donc du coup, le miracle de la productivité revient même dans la relation d'homme à homme ou d'enfant à jeune femme, etc. La productivité réapparaît. Et cette espèce de promesse de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui le fascine et le terrifie, puisque justement ce que ça veut dire, c'est de remplacer un enseignant par une tablette ou une infirmière par des robots, et que ça ne peut pas se faire, parce qu'il n'y a pas de substitut à l'humain. Mais dans le biais de Jean Lémarie, il évoquait aussi la polémique actuelle en France sur l'enseignement privé. Et j'en avais beaucoup parlé avec Daniel Cohen. Et il considérait que aujourd'hui, la distinction, la stratification sociale reposait de plus en plus sur des services différents, plus parfois que sur des consommations de biens, c'est-à-dire que les riches disposent d'hôpitaux différents, d'écoles différentes, de voyages différents, et que ça, c'était également une vraie évolution, une vraie rupture dans la société. Effectivement, spontanément,
la tendance humaine est de s'associer plutôt avec des gens qui nous ressemblent. Et ça se produit même dans des circonstances où on a potentiellement la possibilité de voir d'autres gens. Par exemple, il y a des recherches intéressantes sur les réseaux informels entre lycéens aux États-Unis qui montrent que les gens s'associent plutôt les enfants s'associent plutôt avec des enfants de leur même niveau social, de leur même origine ethnique, de leur même couleur de peau, etc., etc. Et ça se fait pas nécessairement parce que chaque personne est raciste, par exemple, ou homophobe ou quoi, mais ça se fait parce que c'est un tout petit peu plus confortable. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte qu'en faisant avec chacun de ces choix, on contribue à une ségrégation de plus importante du réseau social, ce qui fait que quand on regarde l'objet dans son ensemble, finalement, les riches ne s'associent plus qu'avec les riches, les classes moyennes avec les classes moyennes, les pauvres avec les pauvres. Il n'y a plus de conversation entre les groupes et du coup, il n'y a plus non plus d'entente entre les groupes. Et ça devient de plus en plus difficile du coup de sortir de ce système. On parlait de Singapour tout à l'heure. À Singapour, la grande majorité des gens habitent dans de l'habitat public, qu'ils soient pauvres ou riches. Presque tout le monde, je crois près de 75% des habitants habitent dans de l'habitat public. Et dans cet habitat public, il y a des quotas de différents groupes origines ethniques, les Chinois, les Malais, les Indiens, etc., pour forcer l'intégration entre groupes. Alors bon, évidemment, c'est le modèle Singapour qui régit un petit peu les relations sociales dans ses moindres détails. Ça paraît extrême, mais on voit bien la volonté d'obliger comme ça à secouer un petit peu nos instincts pour nous forcer à vivre ensemble. Jean-Lémarie. Donc la politique contre une pulsion humaine presque anthropologique, celle que vous décrivez, c'est une manière pour la politique de revenir là dans ce débat-là ? Voilà, la politique, puisque la pulsion humaine nous conduit à un résultat qui, si on le regarde avec un petit peu de recul, n'est pas désirable, c'est-à-dire un système où on serait complètement isolé, chacun dans nos silos. Eh bien, c'est là que le politique intervient pour le bien public, qui est que, collectivement, si je réfléchis à ça individuellement, je veux m'associer plutôt à des gens qui me ressemblent. Mais quand je réfléchis à son système dans son ensemble, j'aimerais bien qu'il y ait de la mixité sociale. Du coup, c'est évidemment là que le politique, et donc la politique, doit intervenir pour corriger, pour nous forcer à faire des choses qui sont pour le bien public. C'est le rôle du gouvernement, le rôle du politique. Et la question du bonheur, un économiste comme Daniel Cohen avait quelque chose à dire sur le bonheur. Qu'est-ce que ça représente pour un économiste, cette notion-là qu'on croyait plutôt réservée à des philosophes ou peut-être à des sociologues ? Les économistes aiment à penser à l'utilité. L'utilité, en fait, qu'est-ce que c'est à part le bonheur ? Et jusqu'à récemment, c'est vrai à la fois les modèles, mais aussi les mesures du bien-être en économie avaient tendance à se concentrer surtout sur, disons, la réussite économique. Mais depuis maintenant au moins 2 décennies, on réfléchit beaucoup plus en termes de bien-être, c'est-à-dire finalement l'utilité, c'est le bonheur. Donc il y a toute une recherche. Donc on parlait par exemple du fait que l'argent ne fait pas le bonheur à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il le fait pendant un certain temps, mais voilà, très rapidement, il cesse de le faire. L'argent ne fait pas le bonheur au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que les gens qui ont très peu d'argent sont quand même moins heureux que les autres. Il y a quand même une relation directe entre l'argent et le bonheur à un niveau de revenu, faible. Il faut quand même prendre ça en compte. Les gens, par exemple, j'ai comparé le bien-être et le risque de dépression parmi les personnes de 50 ans et plus dans le monde entier. Donc, Daniel Cohen en parle pour les États-Unis. Et on montre que dans les pays les plus pauvres, on ne retrouve pas cette sérénité dont il parle. Dans le livre, il commence à 70 ans. C'est là où on est le plus heureux dans la vie. Parce qu'à partir de 50 ans, on commence à se calmer, en fait. Toutes les pressions du monde s'enlèvent un petit peu la pression de réussir, etc. Et c'est à 70 ans qu'on est le plus heureux dans sa vie.
Malheureusement, Daniel Cohen nous a quittés juste à 70 ans, donc il n'a pas eu la chance d'en bénéficier. Mais ce que j'ai trouvé dans mes recherches récentes, c'est que ce n'est pas vrai dans les pays les plus pauvres, où les personnes âgées sont dans des conditions économiques très difficiles, et que du coup, en fait, plus elles sont âgées, plus elles sont malheureuses. Bon, mais alors ça, c'est à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, puisque Daniel Cohen était un macroéconomiste, l'injonction de la croissance, qu'est-ce qu'elle signifie? Comment il l'apercevait, cette injonction-là, Esther Duflo? Mais là, à nouveau, c'est moins une injonction enfin, dans sa pensée, c'est moins une injonction qu'un désir permanent de toujours avoir plus, désir qui se heurte à la finitude du monde. Et donc un de ses livres précédents, le monde est clos mais le désir est infini. Et on retrouve, c'est sur cette phrase-là aussi que ce livre-là démarre. Et justement, face à cette finitude du monde et ce désir de toujours avoir plus, l'humain cherche des solutions dans son ingénuité. Et jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à s'en sortir en inventant une nouvelle technologie après l'autre. Et justement, il y a aujourd'hui cette question des nouvelles technologies digitales qui l'inquiète parce que la nouvelle pirouette ne conduirait à la croissance que via une déshumanisation des rapports humains qui restent le dernier carré, pas encore attaché par la technologie, chose qui serait potentiellement dévastatrice dans la pensée de Daniel Cohen pour le bonheur individuel et pour la stabilité du collectif. Mais en lisant ce livre de Daniel Cohen, Une brève histoire de l'économie, chez Albin Michel, Esther Duflo, je me suis dit que les économistes étaient des gens un peu désespérés pour les raisons que vous évoquez dans le cas des nouvelles technologies. Vous avez également évoqué dans l'un de vos biais Robert Solow qui considérait que finalement on était plutôt abonné aujourd'hui à une croissance limitée alors même que nous aurions besoin. On peut le questionner évidemment ce besoin, mais en tout cas les politiques actuelles considèrent qu'on a besoin de cette croissance-là. Est-ce que ça veut dire finalement qu'on est soumis à des injonctions contraires et qu'on ne peut pas sortir de cela? Mais c'est justement ça l'erreur. On n'a pas du tout besoin d'une croissance élevée. Et justement, Solow était le contraire de désespéré. Solow, c'était une personnalité absolument lumineuse, heureuse de tout. Et lui, il pensait que 2% de croissance, c'était très bien. Et l'erreur, je pense, qui a été faite dans les politiques économiques, mais au moins depuis les 30 Glorieuses, c'est de considérer que la compétition entre les nations devait se faire justement sous le biais de la croissance. Mais pourquoi? C'est pas la croissance qui compte. En 68, il y avait un slogan « On tombe pas amoureux d'un taux de croissance ». Ce qui compte, c'est pas la croissance économique, c'est le bonheur. Et de quoi il fait le bonheur? Il n'est pas fait de croissance économique. On avait cette discussion avec Daniel, où je lui disais, mais pourquoi on se concentre comme ça sur la croissance? C'est pas important, la croissance de la productivité. Ce qui est important, c'est que les gens soient heureux, c'est le bien-être. Dans des pays qui sont extraordinairement pauvres, ça demande de la croissance économique parce que là, il y a des limites physiques au bien-être humain, donc en particulier la santé, la survie des enfants, la capacité de se nourrir assez. Mais quand on arrive à un certain niveau de bien-être, c'est le niveau qui compte et le fait que les gens se retrouvent dans une société où ils pensent que ils peuvent suivre leur passion, leurs enfants vivront aussi bien qu'eux, etc. Jean Lébarry. Et pourtant, la question de la croissance reste centrale. Malgré l'importance, l'intérêt de ce débat qui est là depuis longtemps, tous, y compris dans nos journaux, dans nos commentaires, nos dirigeants politiques, ici ou ailleurs, sont obsédés par une chose, ce taux de croissance et la manière dont il évolue par rapport à ceux de nos voisins. Oui, mais c'est vraiment que c'est quelque chose où j'aimerais bien qu'on arrive à s'en sortir. Et est-ce que vous le comprenez, cela ? L'obsession de la croissance. Donc, si on prend un Daniel Cohen, c'est dans la pensée de Daniel Cohen, ça vient de ce que c'est une pulsion humaine. Donc, du coup, elle se retrouve. On veut toujours plus, on veut toujours plus. Du coup, elle se retrouve, disons, reflétée par les discours politiques ou les médias, etc. Moi, je pense que c'est plus simple que cela. C'est-à-dire, en fait, la plupart des gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent.
nos préférences sont assez mal définies sur beaucoup de choses. Et du coup, on se laisse assez facilement happer par le discours ambiant, que ce soit celui de notre beau-frère. La figure du beau-frère était importante pour Daniel Cohen, qu'on aimerait bien être un petit peu au-delà de notre beau-frère, ou que ce soit ce qu'on écoute dans les médias, ce que les politiques nous disent. Et donc, il y a facilement des espèces de phénomènes de foule, en fait, où on crée un consensus sur c'est la croissance qui est importante. Ah oui, c'est la croissance qui est importante, donc on va se comparer à l'Allemagne, et si on croit moins que l'Allemagne, alors c'est un problème. Alors qu'en fait, individuellement, la croissance n'intéresse personne. Jean-Marie. Mais les politiques, je reviens aux politiques, puisque c'est eux que j'étudie beaucoup en ce moment, brandissent un autre mot à l'inverse. C'est la décroissance, présentée comme une chose terrifiante finalement, comme ce qui amènerait notre régression, notre chute, un retour en arrière terrible. Quel est le rapport là, entre les deux, même entre les deux mots, croissance et décroissance, qui viennent et qui reviennent dans nos débats? Pour certains, la décroissance, c'est justement ce à quoi on devrait tendre. Donc il y a cette espèce d'affrontement, croissance-décroissance. Moi, je pense que ce qui serait plus efficace, c'est de décentrer le débat en disant qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des enfants qui soient heureux à l'école, on veut une école qui soit qui fasse réussir les enfants même des familles pauvres. On veut une société où les gens se parlent à travers leurs différences d'origine sociale ou d'origine régionale. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut des gens qui vivent, maintenant qu'on vit de plus en plus longtemps, est-ce qu'on veut des gens qui vieillissent dans la dignité? C'est ces questions-là qu'on devrait se poser. Si la croissance est un outil pour y arriver, comme c'est le cas dans un pays très pauvre, comme le Mali ou le Togo, alors on va parler de croissance. Si la croissance n'est pas un moyen pour y arriver, parce qu'on est déjà dans une société qui a suffisamment de richesses pour les partager, si on les partageait bien, qu'il y ait du bonheur pour tout le monde, dans ce cas-là, on se concentre sur les objectifs auxquels on veut arriver. On commence par les problèmes, les vrais, et après on se demande quels sont les outils pour arriver à ces problèmes. Dans la préface que vous donnez à ce livre de Daniel Cohen, Esther Duflo, vous évoquez le fait qu'il y a au moins deux types d'économistes. Il y a ceux qui s'occupent des gros problèmes. Alors on peut comprendre un petit peu des gros problèmes, ou on peut comprendre tous des petits problèmes. C'est pas un jugement de valeur. Les petits problèmes peuvent être essentiels, les gros problèmes peuvent être aussi en apparence secondaires. Mais alors, vous êtes occupé de problèmes qui étaient des problèmes locaux, plutôt en microéconomie. Daniel Cohen, lui, était un macroéconomiste. Comment se fait justement la répartition en économie? Est-ce que ce sont deux pratiques différentes? Est-ce que vous aviez des points communs entre la démarche de Daniel et la vôtre? Oui, souvent, quand on pense à un économiste, on a l'image de quelqu'un qui porte une cravate, qui est sur les plateaux de télévision à 20h pour discourir doctement justement des perspectives de croissance ou des taux d'intérêt. Donc on a la vision que les gens ont de l'économie, c'est vraiment la vision macro. Et c'est pour ça, je pense que les gens ont en général une perception très négative des économistes. C'est les experts qui sont les moins appréciés ou auxquels on fait moins confiance sur leur propre domaine d'expertise, juste au-dessus des politiciens. On a raison, on a tort? Mais en fait, ça ne reflète plus vraiment le monde de l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire, de plus en plus, les économistes sont des gens qui font plutôt ce que je fais, c'est-à-dire qui s'intéressent à des problèmes sociaux très bien définis, des questions concrètes. Par exemple, s'il y avait plus de mixité à l'école, est-ce que ce serait bon pour les enfants ou pas bon pour les enfants? Ou si on voulait avoir plus de mixité à l'école, comment y parvenir? Quel est l'effet pour continuer sur un sujet d'éducation, quel est l'effet d'un nouveau programme de tablettes pour les enfants dans les écoles? Est-ce que ça les aide? Dans quelle mesure? Quel est l'effet d'avoir des classes de niveau? Est-ce que c'est bien pour eux? Est-ce que c'est pas bien pour eux? Il y a beaucoup d'économistes qui travaillent là-dessus, sur ce genre de sujets, des sujets bien précis, qui de plus en plus travaillent de manière expérimentale, compare des personnes comparables qui ont été sujets à des politiques différentes et qui donnent des réponses précises à des questions
précises. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans le livre de Daniel Cohen, c'est que bien qu'il soit un macroéconomiste qui vienne de la macro, dans sa jeunesse, il allait à travers le monde pour aider les pays à restructurer leurs dettes, etc. Dans ce livre, il commence à penser à il faut qu'on commence, et il en parle en particulier pour l'écologie. Il faut qu'on commence à aborder, à trouver des petites solutions à des problèmes plus précis, même si on n'a pas toute la réponse. Et c'est en avançant, en commençant à travailler, qu'on fera, qu'on comprendra mieux le problème et qu'on fera une différence même au niveau macro. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique de terminer là-dessus, parce que ça, justement, résout un peu ce problème de dichotomie entre moi je travaille problème par problème pour essayer de faire une différence. Quand je me retourne sur ce que j'ai fait sur le travail qui a eu lieu depuis 30 ans, je me suis dit on a quand même fait des progrès. On a touché des vies, on a amélioré les programmes politiques. Mais est-ce que ça fait une différence globalement ? Et ce que nous dit ce livre, c'est que oui, c'est parce que c'est à petits pas qu'on finit par avancer. Merci beaucoup, Esther Duflo, d'avoir été avec nous. Daniel Cohen, une brève histoire de l'économie, c'est l'ouvrage posthume qui est publié donc aux éditions Albin Michel. Une belle façon de rendre hommage à cet homme qu'on aime beaucoup. Il est 8h45 sur France Culture.